Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 18 décembre 2021 et hier, Jean Castex, le Premier ministre, a fait une annonce assez spectaculaire puisqu'il a dit que le gouvernement allait présenter au Parlement au début du mois de janvier la transformation du pass sanitaire en un pass vaccinal. C'est-à-dire que désormais les tests disparaîtraient en fait pour se focaliser uniquement sur la vaccination. Je n'ai d'ailleurs pas bien compris si les personnes qui sont comme je le suis en ce moment, c'est-à-dire au stade de guéri et qui bénéficient donc de 6 mois de QR code sans être vaccinés, j'ai pas compris si eux bénéficieront ou non du pass vaccinal. Je crains que non. En attendant, en annonçant ça, ça veut dire donc que M. Castex, d'une part, piétine les promesses les plus solennelles qui avaient pu être faites par Macron ou par Véran quelques jours, parfois encore, avant cette annonce, piétine également la réalité scientifique, puisque l'on sait qu'en fait, le pass ne sert pas à grand-chose, puisque les gens, même en étant vaccinés, doivent maintenir les gestes barrières, doivent porter théoriquement des masques, doivent garder la distanciation sociale parce qu'ils peuvent être contaminés et contaminants. On sait donc que du point de vue scientifique, toute cette histoire n'a pas de sens. Et puis également, M. Castex a piétiné tout simplement la décence et la République. C'est-à-dire que normalement, dans la République française, on ne distingue pas comme ça des millions de Français d'autres simplement parce qu'ils n'ont pas fait une formalité médicale qui est, j'insiste, critiquée, condamnée par beaucoup de médecins. Certes, il y a beaucoup de médecins qui soutiennent le principe de la vaccination, mais c'est un sujet à problème. C'est un sujet sur lequel il y a énormément d'informations qui circulent, sur les effets secondaires, sur la diminution rapide de l'efficacité, etc., sur ce que ça pourrait donner dans 5 ans ou dans 10 ans. Vous savez ça, je suppose, vous avez déjà entendu parler de ça. Je voudrais simplement dire que quelqu'un comme M. Castex, qui est doublement vacciné, qui ensuite tombe malade parce qu'il attrape le Covid. C'est-à-dire qu'il a été lui-même l'illustration de ce que la vaccination, finalement, ne protégeait pas grand-chose. Que M. Castex, qui a eu par ailleurs l'indécence assez abjecte, il faut le dire, de mettre en cause sa petite fille de 11 ans comme étant responsable de l'avoir contaminée, eh bien, je considère personnellement que M. Castex, je l'ai jamais vraiment considéré comme un Premier ministre. Mais là, c'est vraiment, je sais pas, c'est un pauvre homme, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui est le larbin de Macron. Alors, être le larbin de Macron, qui est lui-même le larbin d'une oligarchie, c'est vraiment pas grand-chose. En attendant, cette annonce émeut beaucoup de gens. Elle émeut évidemment les gens qui ne sont pas vaccinés. Elle émeut aussi les gens, et j'en connais beaucoup dans mon entourage, qui se sont fait vacciner une fois et une deuxième fois, et qui maintenant commencent à avoir un peu la puce à l'oreille, et qui se disent c'est quand même très étrange que maintenant on m'explique qu'il faut une troisième dose. On a vu M. Bourla, le président de Pfizer, annoncer qu'il allait falloir une quatrième dose. Et on a l'impression que ces doses doivent être prises de plus en plus rapidement, une fois tous les 4 mois. Et puis en même temps, on apprend que, la nouvelle pandémie, le nouveau variant Omicron, qui se répand très très vite, on parle beaucoup de la rapidité avec laquelle il se diffuse, le nombre de cas, ça c'est une chose qui est certaine, mais on parle beaucoup moins du nombre de décédés, puisque en fait il y a très peu de décédés, semble-t-il, et heureusement, il y a très très peu de décédés. D'ailleurs, même Macron lui-même a dit l'autre jour que c'était peut-être en train de se transformer en une espèce de grippe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir au-delà. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Ce qui se cache derrière, c'est en fait une opération politique. Et ce que je crains beaucoup, et je ne suis pas le seul, c'est que nous allions avec ce système vers quelque chose qui consiste à mettre dans la tête des gens qu'il est tout à fait normal pour toute activité humaine d'être obligé de présenter son identité, et qu'il serait tout à fait normal aussi que l'État puisse, et des entreprises privées puissent tout connaître d'une personnalité. C'est ça qui se cache en fait derrière. D'ailleurs, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, l'a avoué il y a quelques jours. Il a dit lui-même, que
finalement, cette affaire de Covid-19 avait été riche d'enseignements et que ça allait sans doute servir pour lutter contre d'autres choses comme le réchauffement climatique ou je ne sais pas quoi. Ce qui signifie qu'on peut imaginer que dans quelques mois ou quelques années, il y aura aussi un permis pour se déplacer en fonction du CO2 émis et qu'il faudra là aussi montrer patte blanche. Alors, il n'y a pas besoin d'ailleurs de faire du futurisme parce qu'on y est. Dans l'indifférence générale, l'Union européenne a décidé de demander aux États membres de préparer d'ici à 2022 des conditions à élaborer les termes techniques pour aller vers un ID, un Digital ID Wallet, c'est-à-dire une espèce de portefeuille digital, d'identité, qui serait européen et qui s'inspirerait directement du Digital ID Wallet, ça porte le même nom, qui a été élaboré par l'entreprise Thales et dont je vais vous montrer là quelques extraits d'une publicité qui circule en ce moment d'ailleurs sur Internet. Regardez. Bonjour à tous, je vous présente Lucie, étudiante en psychologie. Et moi, son Digital ID Wallet, émis par le gouvernement pour offrir une large gamme de services d'identité. Je suis en fait un moyen pratique de prouver et de protéger son identité, aussi bien virtuellement qu'en face à face. Je peux aider les pouvoirs publics à mieux communiquer avec les citoyens. À cet instant précis, je rappelle à Lucie le rendez-vous qu'elle doit prendre pour sa vaccination. C'est l'heure de se présenter à son examen. Lucie est un peu stressée. Je suis là pour qu'elle puisse prouver facilement qu'elle est bien la candidate légitime, grâce à une connexion rapide et sécurisée entre son téléphone et celui de l'examinateur. Je peux aussi aider Lucie à faire une demande d'acte de naissance, payer ses impôts ou prouver son identité lors de la souscription à de nouveaux services tels que l'ouverture d'un compte bancaire. Je permets à Lucie de certifier son droit à la couverture santé. Elle peut décider d'autoriser ou non le docteur à accéder à son dossier médical, tout en gardant le contrôle de ses données personnelles. Les amis de Lucie l'attendent à l'intérieur du bar. Pour la laisser entrer, je génère simplement un code QR qui prouve que Lucie a l'âge requis. Elle n'a donc pas besoin de partager tous les détails de son identité avec le personnel. J'ai également la confiance des pouvoirs publics pour mieux soutenir la transformation numérique, lutter contre l'usurpation d'identité et offrir des services publics performants et disponibles H24. Je suis le Thales Digital ID Wallet. Bon, voilà, vous avez donc vu dans cette vidéo que, il y a une jeune fille qui est le modèle que l'on nous présente et qui, à tous les instants de sa vie, depuis du lever au coucher, utiliserait son téléphone portable pour montrer son identité à un nombre de fois incalculable tout au long d'une journée, devant des examinateurs pour un examen universitaire, pour prendre un taxi, pour réserver une voiture, pour aller à l'étranger, pour entrer dans un restaurant ou dans une boîte de nuit, etc., etc. Enfin, à tout moment, il faudrait montrer ce passeport d'identité digitale. Et ce que dit Thales, c'est que finalement, c'est formidable parce que tout est centralisé dans un endroit, que le détenteur de ce passeport numérique est propriétaire des données qu'il y a dedans et donc donne celles qui sont nécessaires uniquement. Par exemple, au vigile, on va donner simplement son âge. En revanche, on donnera sa carte bancaire, par exemple, à un chauffeur de taxi, etc., etc. Donc chacun aura accès à une partie des informations. Mais ce que ne dit pas Thales et ce projet, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui connaîtra tout. C'est Thales soi-même, c'est l'entreprise elle-même. Et c'est également le gouvernement qui pourra donc tout savoir sur vous. Alors ça peut être évidemment votre nom, votre prénom, votre date de naissance, donc votre âge, votre profession, vos études, mais également votre carte bancaire. Et puis aussi, il suffit d'avoir un tracé de tout ce que vous avez fait au cours d'une journée. Qui sait que vous avez rencontré? Enfin bref, cela ouvre la porte à un gouvernement, pas forcément... Vous savez, c'est la technique du salami, ce à quoi on assiste en ce moment. C'est-à-dire que
Si on revient 5 ans en arrière et si les Français d'il y a 5 ans savaient dans quelle France nous sommes maintenant, où pour aller dans un restaurant, dans un bar, il va falloir montrer patte blanche, sinon vous êtes reclus chez vous, tout ça pour une maladie dont le taux de létalité est de 0,2%, c'est-à-dire qu'il y a 99,8% des gens qui se guérissent naturellement. Si on avait dit ça à des Français il y a 5 ans, ils auraient dit non, vous délirez. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit en traitant de complotistes ceux qui envisageaient ça il y a 1 an. Donc on peut tout imaginer, hélas, et on peut très bien imaginer qu'un tel portefeuille d'identité numérique serve d'ici quelques mois, voire quelques années, à être une espèce de mouchard permanent au bénéfice soit d'entreprises privées, qui concurrencent de plus en plus les États, soit de gouvernements. Il est tout à fait envisageable, par exemple, que si vous n'avez pas payé une contravention ou que si vous êtes en retard de vos impôts, eh bien, on vous retire d'un seul coup par électronique vos moyens de paiement. Il est tout à fait envisageable qu'on vous retire la possibilité de circuler. C'est-à-dire que ce système, en fait, qui est présenté comme un instrument de liberté, est au contraire un instrument d'esclavage absolument terrifiant, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Le plus inquiétant, c'est que Thales a racheté l'entreprise française Atos. Le président de Atos n'était rien d'autre que Thierry Breton. Thierry Breton, qui est aujourd'hui commissaire européen pour la France, chargé justement des questions numériques, et que c'est donc lui qui est en train de pousser ce projet au niveau européen, s'il vous plaît. Ce qui prouve d'ailleurs que la construction européenne est une dictature épouvantable, puisque ce qui va se passer, c'est que, bien entendu, au lieu que ce soit les gouvernements qui soient obligés d'être confrontés à leur opinion publique en disant voilà, j'ai inventé ça, ça soulèverait une bronca, eh bien là on dira non, c'est l'Europe qui a décidé que c'est une politique européenne, c'est pour faciliter les échanges, ça va vous permettre, on mettra en avant toujours des points positifs, parce que dans toute chose, il y a des éléments positifs. Donc on dira, ça vous permet d'aller en Estonie ou de louer une voiture en Grèce sans avoir à faire trop de démarches. Et c'est ça qu'on mettra en avant. Donc on pourra dire que finalement ça simplifie les choses, etc. On mettra ça en valeur. On pourra d'ailleurs dire que c'est la suite logique des RGPD, c'est-à-dire la RGPD c'était une souveraineté numérique sur les données des entreprises, les données collectées. Eh bien là, ça sera une souveraineté. On va parler de souveraineté européenne numérique. On enrobera ça dans un joli paquet cadeau pour les crédules. Et puis on dira c'est la souveraineté européenne sur vos données personnelles grâce à l'Europe, etc. En fait, c'est un flicage permanent qui risque à 90% de probabilité d'émerger de toute cette affaire. Pour résumer, je le dis sans ambages, ce qui nous pend au nez collectivement si nous ne réagissons pas maintenant, non seulement pour nous, mais pour nos enfants, les enfants de nos enfants et nos descendants, si nous ne réagissons pas maintenant, nous risquons d'avoir une société qui se développera avec un système de contrôle social, comme on le voit apparaître en Chine, où le gouvernement aura pouvoir de vie ou de mort sur votre vie sociale. Si vous ne faites pas ce que dit le gouvernement, si vous n'allez pas vous faire injecter une fois tous les 4 mois, si par ailleurs vous regardez des films ou des sites politiquement qui ne sont pas conseillés, si vous tenez des propos qui sont contraires à ce que pense le gouvernement, etc., etc. Enfin, c'est un système à la Orwell, mais à une échelle comme on n'a jamais vu. Eh bien, le gouvernement pourra, sans même envoyer la force publique, sans aucun jugement, pourra tout simplement vous débrancher telle ou telle fonctionnalité. Vous ne pourrez plus, par exemple, entrer dans un restaurant, aller danser, payer des consommations, circuler, vous achetez un billet de train, un billet d'avion, vous serez pieds et poings liés. En fait, c'est exactement le système de contrôle social à la chinoise, comme on dit, qui est en train d'être mis en place en Chine, mais qui, en fait, ça a un véritable nom, c'est une dictature orwellienne effrayante. Je note d'ailleurs que ces injections ARNM risquent d'entacher dans l'esprit public le beau mot de vaccin. Moi, je suis de ceux qui, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'ai été vacciné contre le BCG, j'ai eu le vaccin contre la variole, j'ai eu des vaccins quand je suis allé dans des pays
tropicaux, comme par exemple le vaccin contre la fièvre jaune, eh bien, ce sont des vaccins qui sont des vrais vaccins, parce qu'il faut pas le refaire tous les 3 mois ou tous les 4 mois. Ce sont des vaccins qui ont été validés par des décennies d'utilisation et qui ont permis d'éradiquer notamment la variole. Donc il y en a assez de cette propagande d'État qui veut faire croire que si vous tiquez, si vous n'avez pas envie de vous faire injecter une piqûre ARNM de chez Pfizer, société d'ailleurs de type mafieux qui a été condamnée 40 fois dans les années 2000 et 2002 à 2009 aux États-Unis d'Amérique, et qui a dû payer plus de 6 milliards de dollars de pénalité. Si vous n'avez pas envie de ça, ça n'est pas pour autant que vous êtes anti-vax, comme certains veulent le dire. Je rappelle aussi ici, d'ailleurs, au passage, que ma position constante, comme celle de l'UPR, a toujours été de dire que nous ne sommes pas contre les vaccins, que nous n'incitons pas les gens à ne pas se faire vacciner. En revanche, ce que nous demandons, nous, c'est la liberté vaccinale, que ceux qui veulent se faire vacciner le fassent. J'ai même dit que les personnes à forte comorbidité, les personnes âgées, les personnes qui avaient du diabète ou qui avaient des maladies auto-immunes, etc., ont intérêt à se faire certainement vacciner, mais que pour les plus jeunes, d'après toute la littérature, les plus jeunes n'ont pas intérêt, en fait, à se faire vacciner. Alors je connais l'argument qui dit oui, mais les plus jeunes peuvent repasser la maladie à des plus âgés. Ça, c'est l'argument de la fille de 11 ans de l'ignoble Castex qui a mis en cause sa propre fille devant l'opinion publique française. C'est un argument qui est sans valeur puisque M. Castex, il est toujours là d'ailleurs. Il a été malade, mais il aurait pu attraper ça par quelqu'un d'autre que par sa fille. En attendant, on ne sait pas quels sont les effets que ça peut produire sur sa fille, justement. Et malheureusement, on a vu qu'il y a quand même beaucoup d'effets nocifs, justement, chez les plus jeunes, et notamment tous ces effets concernant les myocardites, les péricardites, etc., qui donnent à penser que ce sont des injections qui peuvent être dangereuses pour les plus jeunes. C'est d'ailleurs même écrit dessus au Japon, puisque le gouvernement japonais a décidé d'imposer, par la réglementation, que les produits de Pfizer à ARNM notamment, eh bien, portent la mention effet secondaire dangereux. J'ajoute enfin un dernier argument, c'est que les personnes qui sont vaccinées ont un faux sentiment de sécurité, respectent moins certainement la distanciation sociale que ceux qui ne sont pas vaccinés. M. Castex en est d'ailleurs la preuve la plus éclatante, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne prennent plus de précautions et ils se font donc contaminer. Bon, j'arrête là ce débat. Je voudrais maintenant arriver sur qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà, je voudrais rappeler plusieurs choses. Moi, j'ai beaucoup manifesté contre le pass sanitaire. C'est bien, je trouve que c'est bien de manifester. J'avoue que personnellement, je m'en suis un petit peu lassé parce que, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas tout à fait à rien parce qu'il y a quand même des gens qui se retrouvent, qui se rencontrent. Mais le gouvernement n'a pas été ébranlé d'1 millimètre par ces manifestations. Il y a eu des millions de Français qui ont manifesté. Le gouvernement non seulement n'a pas évolué d'1 millimètre, mais au contraire, on a l'impression que par une espèce de malin plaisir, il renforce, il sert de plus en plus le garrot contre nos libertés publiques. Moi, je suis de ceux qui aiment le droit et qui respectent la Constitution. Tout le monde sait qu'il y a 3 ans, nous avons publié un dossier pour demander aux députés et sénateurs de lancer la procédure de l'article 68 pour la destitution du président de la République pour manquement grave à ses devoirs. On l'a publié, diffusé, beaucoup d'entre vous sont allés les porter à leurs députés, etc. Il y a un seul député, et 0 sénateur qui a accepté de lancer cette procédure. Malheureusement, c'était insuffisant, bien sûr, puisqu'il faut avoir 10% de sénateurs et 10% de députés qui le lancent. Il s'agissait du député Franck Marlin de l'Essonne. Donc, je tiens à souligner ici l'énorme responsabilité que les députés du Rassemblement national, de la France insoumise, du Parti socialiste, des Verts, les non-inscrits, etc., portent sur cette affaire. Il n'est plus temps, maintenant, à quelques mois de l'élection présidentielle, de lancer la procédure d'article 68, qui d'ailleurs aurait eu très certainement tout risque de ne pas aboutir. Je ne suis pas stupide. Mais si un certain nombre de députés et de sénateurs avaient lancé cette procédure, ça aurait quand même calmé les ardeurs
de Macron. Alors qu'est-ce que l'on peut faire du point de vue juridique ? Eh bien, il y a une chose à faire, c'est que ce pass sanitaire, s'il devient pass vaccinal, ça devra se faire devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale. Et j'ai demandé, par un tweet hier, je redemande ici de la façon la plus solennelle, pas seulement moi, mais tous ceux qui me font confiance, que tous les députés déposent une motion de censure contre le gouvernement lors de la réunion de l'Assemblée nationale. Et là, tous les députés peuvent la voter, cette motion de censure, pour faire chuter le gouvernement Castex. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la République, en 1962. Donc la première chose que je fais, allez voir votre député, sollicitez-le, écrivez-lui et dites-lui que vous espérez, vous lui demandez de voter la motion de censure contre Macron lors de la prochaine réunion de l'Assemblée nationale, de telle sorte qu'il ne puisse pas imposer ce projet félon. Et puis, il y a encore autre chose à faire. C'est que nous avons la chance d'arriver devant l'élection présidentielle et les élections législatives. Alors je voudrais dire ici que, de façon la plus solennelle également, que l'avenir est entre vos mains. J'ai vu un sondage Ipsos qui vient de sortir il y a quelques jours sur l'élection présidentielle et qui indique qu'il y a 61% des Français seulement qui sont certains d'aller voter. Pour que vous voyez l'évolution du pays, ça fait 9 points de moins qu'en décembre 2016, c'est-à-dire il y a 5 ans jour pour jour. 9 points de moins, ça veut dire qu'il y a 4,5 millions d'électeurs, puisqu'il y a 46 millions d'électeurs, qui ne sont plus sûrs d'aller voter par rapport à 2016. Et 61% d'électeurs qui sont certains d'aller voter, ça veut dire que 39%, quasiment 40%, ne sont pas certains d'aller voter pour l'élection présidentielle, qui est l'élection phare de la République, qui est l'élection, la clé de voûte des institutions. On le voit avec Macron. Donc, 40%, ça veut dire qu'il y a à peu près 18 millions de Français qui n'envisagent pas d'aller voter. C'est à eux que je m'adresse. Vous prenez face à vous-même, face à vos enfants, face à vos petits-enfants, si vous n'allez pas voter, vous prenez une responsabilité énorme, inexcusable, j'insiste sur le mot, si vous refusez d'aller voter pour chasser non seulement Macron, mais chasser tous les Macrons comme lui, Madame Pécresse, qui est exactement le clone de Macron, pour chasser tous ceux qui ne vous promettent pas, qui ne prennent pas devant vous l'engagement ferme et définitif de mettre un terme à cette dictature qui avance. Le plus grave, c'est que ce sondage Ipsos révèle que les personnes qui sont les plus certaines d'aller voter, ce sont, comme d'habitude, les personnes les plus âgées. Il y a les 70 ans et plus, sont 77% d'entre eux sont certains d'aller voter. Regardez le tableau que je vous présente. Alors qu'à l'autre bout de l'échelle des âges, les 18-24 ans, il n'y en a que 43% qui sont certains d'aller voter. Et les 26 et les 25-34 ans ne sont que 47% certains d'aller voter. C'est-à-dire qu'il y a une majorité, une large majorité des moins de 34 ans en France qui ne sont pas certains d'aller voter à l'élection présidentielle. Mais malheureux, est-ce que vous pouvez comprendre que le vaccin qui est en train d'être imposé a des effets nocifs, en particulier chez les moins de 34 ans? Si vous ne réagissez pas, si vous n'allez pas vous inscrire tout de suite sur les listes électorales, vous avez jusqu'au 4 mars pour le faire. Allez-y tout de suite, dans votre mairie. Si vous n'allez pas vous inscrire sur les listes électorales, si vous n'allez pas voter le jour J, le premier tour de l'élection présidentielle, il ne faudra pas ensuite vous plaindre de ce qui vous arrivera dans les années qui viennent et de ce qui arrivera à vos enfants et à vos petits-enfants. Il faut quand même, dans la vie, être responsable de ses actes. Je conjure toutes les personnes qui m'écoutent, et tout spécialement les personnes qui ont moins de 40 ans et qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, à y aller.
Je les conjure également de se renseigner sur les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Moi, mon programme a été le premier de tous les candidats à être présenté. Vous le trouverez en PDF sur notre site upr.fr ou sur le site spécifique dédié à ma candidature pour la campagne présidentielle, asselineau2022.fr. Vous constaterez que je prends les engagements les plus solennels. Premièrement, si je suis élu, la première chose que je ferai, c'est que je supprimerai le pass sanitaire, éventuellement devenu pass vaccinal d'ici là. Dans la foulée, je rétablirai la liberté vaccinale. C'est-à-dire que ceux qui veulent être vaccinés pourront le faire. Ceux qui ne le veulent pas pourront ne pas le faire. C'est quand même la moindre des choses pour une maladie, encore une fois, extrêmement peu mortelle. La liberté vaccinale comporte également la possibilité de choisir son vaccin. Si je suis élu, j'autoriserai que les Français puissent se faire vacciner avec le vaccin russe Sputnik V et aussi avec le vaccin chinois Sinopharm qui, lui, est fabriqué comme les vaccins de grand-mère, c'est-à-dire avec un virus désactivé. Et que l'on ne vienne pas me dire que c'est déraisonnable, puisque c'est justement ce que le gouvernement a cédé en Guadeloupe. Si je suis élu, je prends également l'engagement de développer les médicaments et les traitements. Je ferai autoriser l'ivermectine notamment, dont des dizaines et des dizaines et des dizaines d'études montrent que c'est un médicament tout à fait inoffensif, et en revanche, dont on sait par des méta-études, des méta-analyses, que c'est efficace d'entre 60 et 80% des cas pour régler la question. Si je suis élu, je prends également devant vous l'engagement que j'avais d'ailleurs déjà pris pour l'élection présidentielle précédente, en 2017, mais ça remonte à loin puisque j'avais déjà pris cet engagement en 2011. Je prends devant vous l'engagement de ne jamais tolérer que la France devienne une société à la Orwell. C'est-à-dire que nous interdirons ce système de wallet, ce système de portefeuille électronique numérique, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que à partir du moment où les gens auront été habitués à avoir ce système électronique numérique sur leur téléphone, il n'y aura plus qu'un pas à faire, qui déjà a d'ailleurs été franchi, notamment en Suède, pour dire aux gens, mais plutôt que d'avoir ça sur un téléphone, c'est beaucoup plus pratique de mettre ça comme une puce à l'intérieur de votre corps où il y aura toutes les données du monde. Je prends ici l'engagement d'interdire le puçage des personnes résidentes en France. Et je prends aussi l'engagement que j'avais déjà pris d'ailleurs en 2017 et en 2011, qui consiste à ce que la France lancera une initiative au niveau mondial dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour aboutir à un traité international interdisant au niveau planétaire tout puçage des êtres humains. Parce que c'est au rang de la France, c'est au niveau de la France, c'est la grandeur de la France que d'être le porte-parole des libertés du monde. De Gaulle l'avait d'ailleurs dit, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Beaucoup d'autres peuples dans le monde attendent que le peuple français se saisisse de cette affaire et mette un coup d'arrêt à cette ignominie qui est en train d'arriver, qui est le fichage, le puçage par voie électronique de l'ensemble de la collectivité humaine. Par ailleurs encore, je prends l'engagement, si je suis élu, de dévoiler devant le public le contenu des contrats qui ont été signés par l'Union européenne avec les fournisseurs de ces prétendus vaccins. Il est absolument inadmissible que l'Union européenne ait refusé de présenter à des députés qui le demandaient le contenu des contrats. La Commission européenne n'est que l'exécuteur. Ceux qui ont le pouvoir, ce sont les peuples d'Europe, normalement. En tout cas, ça sera le peuple français avec moi qui aura ce pouvoir, et je diffuserai le contenu des contrats. Et mieux encore,
je rendrai public, je lèverai le secret des réunions faites dans le dos des Français avec un conseil de défense par Macron avec un secret de 70 ans. Je lèverai, par la loi, et même par un référendum s'il le faut, je lèverai le secret défense sur ces décisions qui ont été prises par Macron pour que l'on sache ce qu'il y a dans ces décisions que les Français ne devaient pas savoir. Voilà ce que je dis. Et j'y ajoute encore que dans le programme que je propose, il y a un redressement des services publics hospitaliers. Je ne continuerai pas la fermeture des lits parce que ce qui est encore plus ignoble chez M. Castex, M. Véran et M. Macron, c'est qu'au même moment qu'ils culpabilisent les Français qui prétendent non vaccinés au motif que ce serait à cause d'eux que les services hospitaliers seraient embouteillés, non. Si les services hospitaliers sont embouteillés, ce qui d'ailleurs reste largement à démontrer, c'est d'abord et avant tout parce qu'en pleine pandémie, M. Macron a continué à supprimer 5 700 lits, poursuivant ainsi la politique exigée par l'Union européenne, qu'avait ardemment menée avant lui d'ailleurs M. Xavier Bertrand pour les Républicains, qui avait supprimé des quantités de lits, et que d'ailleurs Mme Pécresse, si elle succédait à Macron, poursuivrait. Nous, non seulement nous mettrons un coup d'arrêt à la diminution des lits, à la destruction de l'hôpital public, mais au contraire, on redonnera de l'argent aux hôpitaux publics ainsi qu'aux personnels médicaux et hospitaliers. Et nous rouvrirons des lits, que cela plaise ou pas à la Commission européenne, puisque nous sortirons de l'Union européenne mortifère. Je terminerai mon propos en disant que dans mon programme, je prends l'engagement final que si au bout de 2 ans et demi, je n'ai pas mis en œuvre la moitié de mes promesses, je ferai un référendum révocatoire pour dire aux Français est-ce qu'ils me gardent ou est-ce qu'ils me chassent. Et si je fais ça, c'est parce que j'ai la certitude que je le ferai. Et pourquoi j'ai la certitude que je le ferai ? Parce que j'aurai lancé la procédure de sortie de l'Union européenne. Si tout va bien, la France sortira 2 ans de l'Union européenne après mon élection. Donc j'ai la certitude d'avoir les mains libres pour mener la politique que vous voulez. Alors c'est pour ça que je m'adresse ici, notamment aux abstentionnistes qui sont dégoûtés par la politique. Écoutez bien ce que je dis. Regardez bien ce que j'écris. Écoutez les promesses que je fais. Ne tombez pas dans le panneau de ceux qui, par des propos alambiqués, vous font croire une chose et son contraire. Je connais un candidat à l'élection présidentielle qui, de façon sinueuse, dit à la fois qu'il s'est fait vacciner, qu'il n'est pas contre, mais que lui n'appellera jamais les Français à se faire vacciner. On ne sait pas là-dedans ce qu'il en est. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. On attend que les autres candidats se positionnent de la façon la plus claire possible, comme je viens de le faire. 7 points. 7 points, pas 1 ou 2. 7 points. Ces 7 points-là, il va falloir que vous les demandiez aux autres candidats. Et vous verrez. Vous verrez comment on prend le pari. Vous allez voir. Voilà ce que je propose, moi, face à cette affaire, parce qu'il y est question, tout simplement, de la fin de nos libertés, non seulement pour notre génération, mais pour les générations à venir. Un dernier point. Je ne peux rien sans vous. Nos équipes ne peuvent rien sans une mobilisation massive des Français. Actuellement, nous avons des vidéos qui font des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, parfois des millions de vues. Nos abonnés à mon compte Twitter, à mon compte Facebook augmentent rapidement. Mais néanmoins, ça n'est pas assez. Il nous faut beaucoup plus. Je vous demande donc à toutes et à tous de tout faire pour répandre nos analyses. Inscrivez-vous sur ma page Facebook. Inscrivez-vous massivement sur mon compte Twitter. Et si vous ne savez pas comment marche Twitter, demandez autour de vous qu'on vous explique. Rejoignez, pour les plus dynamiques d'entre vous, pour ceux qui ont le plus envie de vous investir, rejoignez Génération A, Génération Asselineau, qui a été lancée par mon directeur de campagne, Fabien Sema, et qui déjà rencontre beaucoup de succès, avec déjà plus de 500 personnes qui ont rejoint Génération A au bout du 2e jour. Mais c'est pas 500, c'est très bien 500.
Mais ce qu'il nous faut, c'est en avoir 5 000, 20 000, 50 000, 100 000 qui portent la bonne parole. Donc je vous en conjure, prenez votre destin en main. Je ne suis là que pour fédérer les énergies pour que les Français se sortent de cette affaire. Sinon, nous allons tout droit vers la dictature. Et puis, je terminerai, malheureusement, c'est un peu triste de le dire, mais je suis comme tout le monde et comme toutes les organisations. Nous avons besoin d'argent pour fonctionner. Vous savez que nous n'avons d'argent que de personnes physiques. Toutes celles et ceux d'entre vous qui m'écoutent, participez, adhérez à l'UPR, faites-nous un don d'ici au 31 décembre. D'ailleurs, si vous êtes citoyen français, si vous acquittez un impôt sur le revenu, 2/3 de vos versements pourront être déduits de l'impôt sur le revenu que vous payerez l'année prochaine. Profitez-en jusqu'au 31 décembre pour que ce soit défalqué dès l'année prochaine. Faites-nous confiance. Donnez-moi les moyens de nous sortir collectivement de ce cauchemar qui s'est abattu sur la France. Vive la République et vive la France.